Salut à toi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau décor et mes notes de 10 pages pour ceux qui savent. Et le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui m'est venu suite à une discussion enrichissante dans le serveur Discord créé par Roby et plusieurs personnes m'ont encouragé à en parler plus en détail ici sur ma chaîne YouTube. Donc la voici. Je vous mettrai en description les chaînes YouTube de Ruby et aussi le lien de son Discord. Si certains d'entre vous souhaitent prolonger des réflexions ou même juste échanger avec ses communautés. En général, sa communauté, c'est plus dans le développement personnel. Ça parle un peu de tout. En gros, vous allez qu'à aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, juste une précision, c'est pas mon serveur, mais c'est bien le sien. Donc avant d'y entrer, je vous recommanderais de regarder un peu ce qu'il fait sur YouTube. Il y aura les liens sous la description, enfin en description. Donc avant d'y rentrer, je vous recommanderais quand même de regarder quelques-unes de ses vidéos dans ces deux chaînes pour comprendre qui il est, son approche et son énergie, afin de voir si cela vous correspond également. Et avant de commencer, il est possible que je prenne des points de vue ou des exemples qui touchent plus les femmes, mais que je le rappelle, cela existe et concerne les deux genres. Et aussi, je vous conseillerais, vu que la vidéo elle sera longue, je vous conseillerais de prendre un crayon, un carnet ou un carnet et un crayon pour prendre note. De prendre note ce qui pourrait vous aider. Pour poser des questions, pour te poser des questions ou avoir d'autres réflexions vis-à-vis de ce sujet. Puisque c'est possible que je parle d'un truc ou que j'ai oublié certaines choses que j'aurais pu en parler. Mais voilà, et tu pourras les poser ensuite ces questions-là dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir, ou sinon d'autres personnes y répondraient. Répondraient. Voilà. Alors, commençons la vidéo. On va parler d'un phénomène qu'on voit partout, dans les films, dans les livres, à l'école, les réseaux sociaux et aussi dans notre propre vie. Cette tendance à idéaliser ou à romantiser des relations compliquées, douloureuses, voire toxiques. C'est ce moment où on dit ou qu'on entend oui, mais il est brisé, il a souffert, il faut juste un peu d'amour et il changera. Ou du même genre, d'accord? Derrière ce discours, il y a un schéma particulier qu'on appelle souvent le syndrome du sauveur ou le syndrome de l'infirmière. Un mécanisme psychologique puissant qui pousse à certaines personnes à s'attacher à des personnes émotionnellement instables, voire destructeurs, dans l'espoir de les sauver. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel, ce n'est pas non plus une preuve de force ou de loyauté, c'est souvent une tentative de réparer quelque chose en l'autre ou en soi-même. Alors aujourd'hui, je vous propose de décrypter un peu ce phénomène, pourquoi certaines personnes s'engagent dans ce genre de relation, d'où vient le besoin de sauver l'autre, pourquoi est-il aussi valorisé dans nos récits culturels, et surtout comment s'en sortir. Le syndrome de l'infirmière ou du sauveur, parfois appelé le complexe du sauveur, désigne un schéma relationnel dans lequel une personne s'investit émotionnellement envers un partenaire blessé, instable ou en souffrance, avec l'intention inconsciente de le guérir. Il ne s'agit pas simplement d'aider quelqu'un qu'on aime, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré. C'est un besoin d'exister à travers le rôle de celle ou de celui qui soigne. Très souvent, la personne concernée sera irrésistiblement attirée par ce type de profil, par quelqu'un de cassé, de torturé, avec des blessures non résolues. Et cette souffrance devient une mission. Et elle se dit, je vais être celle qui le comprendra, celle qui l'aidera à guérir, il changera pour moi. Et ce rôle devient central. Il donne une raison d'être, une valeur personnelle et parfois même un sens à la relation. Ce n'est pas seulement aimer, c'est se rendre indispensable. Ce type de comportement n'est pas par hasard, il prend souvent racine dans l'histoire personnelle. Par exemple, à l'enfance, beaucoup de personnes qui développent ce schéma ont grandi dans des environnements où l'amour était instable, imprévisible ou encore conditionnel. Et ces personnes, elles ont appris très tôt que l'amour devait se mériter. Par exemple, si un parent était émotionnellement distant, instable, absent ou en souffrance, l'enfant peut développer la croyance qu'il faut donner, faire des efforts, prendre sur soi pour recevoir un peu d'affection. Ou sinon, vu qu'il y a eu un gros manque d'amour vis-à-vis de ses parents, ces enfants, ce type de personnes, pourraient vouloir combler ce manque d'amour chez d'autres personnes et cela pourrait conduire à de la dépendance affective.
Il y a aussi le besoin de reconnaissance. Jouer le rôle du sauveur, c'est aussi une manière de se sentir utile, nécessaire, important. Si je t'aide à aller mieux, alors j'ai de la valeur. Il y a aussi le manque d'estime de soi. Il y a souvent un décalage entre ce que la personne donne et ce que la personne mérite en retour. Elle accepte très peu, peut parfois même accepter des comportements destructeurs parce qu'elle ne se sent pas digne ou légitime de recevoir un amour sain et équilibré. Et le dernier point que j'ai pu écrire, c'est la peur de l'abandon. Plus le ou la partenaire est instable, plus la peur de se faire quitter est forte. Et paradoxalement, plus cette peur s'intensifie, plus le besoin de rester coûte que coûte s'impose. Par exemple, tu pourrais te dire, je ne peux pas le laisser maintenant, pas dans cet état. Mais cette phrase peut être aussi en lien dans une situation où la personne souhaite quitter l'autre mais pense qu'elle doit rester dans cette relation pour ne pas blesser l'autre. À contrepartie, en restant dans cette relation, c'est à toi que tu te fais du mal. En plus de faire du mal à l'autre, c'est à toi et à l'autre que t'en fais. Puisque l'amour n'est pas sincère et l'amour n'est pas non plus réciproque. Voilà, mais ça, je pense que ça sera un autre sujet de vidéo, que peut-être un jour je vais parler plus en profondeur. Ensuite, je vais te donner d'autres exemples que je vais te lire qui peuvent avoir un lien avec un ou plusieurs des points que je t'ai cités juste avant. Par exemple, si tu grandis dans une famille où tes parents se disputent souvent, ne se respectent pas ou montrent peu ou pas d'amour devant toi, ton cerveau peut enregistrer cela comme de l'amour. Du coup, en grandissant, tu risques de te retrouver dans le même type de relation de couple, même si au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ça l'amour. Mais comme t'as pas connu autre chose, ton cerveau préfère rester dans ce qu'il connaît même si c'est toxique, plutôt que d'aller dans quelque chose de nouveau, d'inconnu, même si c'est meilleur pour toi. À l'inverse, si t'as grandi dans une famille où les parents sont doux l'un envers l'autre, se respectent, se parlent, s'embrassent en face de toi, te fait des câlins, prend en compte de tes émotions, bref, tout ça, alors ta vision de l'amour est complètement différente. En grandissant, tu vas avoir tendance à rechercher le même type de relation, même à l'exiger. Et tu vas naturellement attirer ce type de relation. Mais attention, je tiens quand même à préciser quelque chose. Ce que tes parents t'ont montré pendant que tu as grandi ne détermine en aucun cas à 100% quel genre de relation tu auras dans le futur. Tu peux beau avoir la meilleure éducation, la plus belle famille que tu as, tout le reste, tu peux quand même tomber sur quelqu'un qui va abuser de ta gentillesse. Juste parce que tes parents ne t'ont pas prévenu que ce genre de personne existe. Du coup, ton partenaire n'a pas guéri et n'a peut-être pas conscience de ses actes, ou au contraire, peut-être qu'il en a conscience, mais il ne veut juste pas se faire face, et cela va changer ton point de vue sur l'amour, en pensant que c'est à l'eau de rose et que tu n'auras plus foi en l'amour, par exemple. Et du coup, oui, ça peut avoir un impact énorme sur ta vision de l'amour. Là, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, si tu as grandi avec une mère qui se faisait maltraiter par son père, que ça soit physiquement ou moralement, mais qui reste avec lui par amour, en pensant qu'il va changer, ou que c'est mieux pour le foyer, par exemple. Et en tant qu'enfant, tu risques de penser que c'est normal, ce type de comportement est normal. Surtout si t'es une fille. Tu vas peut-être sans te rendre compte reproduire ce schéma dans tes prochaines relations. Et souvent, ce genre de modèle, il ne passe pas forcément par des mots, mais par des gestes, par des habitudes, des silences. Comme si c'était juste comme ça que les choses fonctionnent. Si tes parents t'ont inconsciemment transmis l'idée que la femme devait toujours prendre soin de l'homme, s'adapter, se taire, faire passer l'autre en premier, ton cerveau va intégrer ça comme une norme. Pas quelque chose de normal, mais une norme. Tu le verras à travers les scènes du quotidien. Par exemple, quand il y a des invités, la plupart du temps c'est les femmes qui débarrassent et non les hommes. Comme un automatisme. Parce que c'est ce que ton cerveau connaît. Et ce genre d'exemple, on ne le voit pas seulement à l'enfance, tu peux les observer aussi chez des gens autour de toi. Ça devient problématique quand, sans même t'en rendre compte, tu finis par banaliser des choses qui ne sont pas du tout à banaliser. Et pire encore, tu peux te convaincre que c'est normal, même si tout autour de toi te dit le contraire. À force, tu t'aveugles sur la réalité de la situation. Après, évidemment, chaque personne est différente et chacun va interpréter en fonction de ce que son cerveau est prêt à accepter ou à comprendre.
Je ne suis pas non plus en train de dire, aux femmes de faire la grève, de débarrasser la table. Je ne dis pas non plus qu'il faut reprocher à vos hommes qui sont incapables, surtout s'ils participent aux tâches ménagères et qui vous aident et que votre foyer est bien, d'accord? À la base, faut pas non plus chercher des problèmes là où il y en a pas. Mais l'idée, c'est simplement que s'il y a un malaise ou un déséquilibre, le mieux c'est d'en parler, d'échanger calmement sans se faire la guerre. Parce que oui, il existe des couples, j'imagine, où c'est l'homme ou la femme qui fait la majorité des tâches ménagères ou des corvées du quotidien. Mais tant que les deux sont d'accord avec ça, que c'est un choix libre et que la relation reste saine et équilibrée, alors il n'y a rien à redire. Chaque relation est unique parce qu'on y amène toutes nos propres attentes, nos façons d'aimer, nos limites, nos habitudes. Et ce qui compte au final, c'est que cela fonctionne pour les deux dans le respect et l'accord mutuel. Pour reprendre le sujet, le rôle du sauveur devient identitaire. Tu as l'impression que si tu le quittes, tu es égoïste, mais que si tu restes, tu te délaisses. Ainsi, ce n'est pas une dynamique romantique, c'est une répétition inconsciente d'un schéma affectif ancien ou d'une situation familière. Ce qu'il faut aussi comprendre, ce schéma ne vient pas seulement de notre histoire personnelle, il est aussi culturellement encouragé. Dans la majorité des films romantiques ou dans des séries par exemple, l'amour est souvent lié à la souffrance. On valorise les personnages qui aiment malgré tout, qui patientent, qui pardonnent et qui endurent. On voit des femmes tomber amoureuses d'hommes froids, violents, instables, mais que au fond, ils sont bons. Et que on pense qu'avec le bon amour, ils changeront. Ce trope très présent dans les dark romances envoie un message puissant du tu peux être celle qui le sauve, tu peux être l'exception. Le problème, c'est qu'en réalité, la souffrance n'est pas une preuve d'amour, elle est souvent signe d'un déséquilibre. Et attendre qu'une personne change par amour, c'est prendre un risque, celui de s'épuiser émotionnellement ou de se perdre soi-même. Et ce genre de récit, même si on pense être insensible, influence profondément notre manière de percevoir les relations. Quand tu regardes un film, ton cerveau ne fait pas juste d'observer l'histoire. Il enregistre les émotions, les actions, les habitudes, les symboles, les modèles qu'il perçoit comme valorisants et aussi des scènes qui se répètent souvent dans plusieurs films. Ça aussi, il enregistre. C'est comme une sorte d'habitude. Tu vois un personnage qui reste aux côtés d'une personne toxique et tu ressens de l'admiration, de l'émotion, de l'attachement. Tu te dis, c'est beau, c'est courageux, elle est forte. Mais si la même situation t'arrivait dans la vie réelle, ton comportement sera différent. Ou pas. Parfois, même si tu pensais ne jamais tomber dans ce genre de relation, tu y tombes sans te rendre compte. Parce que inconsciemment, tu reproduis le même schéma. Un schéma que tu as déjà intégré. Celui où l'amour doit être mérité, arraché, réparé. Et c'est là que ça devient compliqué. Tu ne te dis pas que tu veux être dans une relation toxique, mais tu vas plus te dire je veux aider, je veux croire en lui, je veux être celle qui fait la différence. Mais en réalité, tu ne fais que rejouer un rôle qu'on t'a montré que c'était quelque chose de héroïque alors qu'il t'abîme. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut arrêter ou cesser les films de ce genre, ou les dark romances, ou quoi que ce soit. Je dis simplement de savoir faire la différence entre ce qui est toxique ou non pour toi, sincèrement. Et que des fois, pour certaines personnes, on doit le vivre ou le voir chez nos proches pour pouvoir comprendre ce que c'est, ou en être conscient. Et c'est là que tu te surprends que tu as toléré des choses que tu n'aurais jamais imaginé accepter. Et des fois, tu peux te dire que je le comprends, il souffre, il n'est pas comme ça avec tout le monde, ou encore te dire il a juste besoin d'amour. Et tu t'accroches parce que tu crois pouvoir l'aider, le réparer, entre guillemets, parce que au fond de toi, tu aimerais être celle qui fasse la différence. Mais n'oublie pas une chose, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Cette phrase-là, c'est ma meilleure amie qui m'a sortie. Pas dans ce contexte-là de relation amoureuse, mais elle me l'avait sortie une fois quand je me plaignais énormément de ma situation et que je trouvais tout le temps des excuses pour tout et n'importe quoi. Mais cette phrase-là, elle fonctionne très bien avec ça. Avec cette situation, elle fonctionne très bien. Qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé.
Maintenant, pourquoi on est attiré par ce type de profil? Ce que ça révèle sur nous à propos de ça, c'est que si on est attiré par ce type de profil, ça ne veut pas dire que tu es naïf ou que tu es faible, c'est qu'il y a une histoire émotionnelle à écouter, une croyance à déconstruire, qu'on pense qu'aimer quelqu'un, c'est supporter sa douleur, ou alors on a tellement peur de ne pas être aimé pour ce qu'on se rend indispensable en devenant une béquille. Dans tous les cas, il y a une confusion entre amour et sacrifice, empathie et annulation de soi. Et comprendre ce schéma, c'est déjà une première étape pour aller dans une relation plus saine. Avant de continuer la suite de la vidéo, j'aimerais juste reparler des deux premiers points que j'ai cités juste avant, de l'amour et du sacrifice, afin que vous ayez toutes les informations et tous les types de perspectives et aussi pouvoir bien nuancer ces deux termes et ne pas penser que l'amour c'est le bien et le sacrifice c'est le mal, mais d'avoir plus une nuance envers ces deux termes. Du coup, la définition de l'amour, c'est le sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Il ne dit pas en aucun cas qu'il est bien ou mauvais, il ne dit pas si cela est sain ou non. Donc, l'amour peut être sain ou toxique. La même chose pour la définition du sacrifice, c'est renoncement ou privation volontaire dans une intention religieuse, morale et etc. Il ne dit pas non plus si c'est un acte sain ou non. Mais oui, il est nécessaire de temps en temps de sacrifier quelque chose pour le couple, mais il ne doit pas franchir vos limites non plus. Du coup, c'est aussi très important de savoir ce que vous estimez ou non, ou correct ou non, dans une relation. Comme ça, vous êtes clair et droit dans vos baskets. Par exemple, si tu décides de rater ta séance de sport, de ton travail ou l'école, ou autre, car ton partenaire est vraiment, on va dire, dans le mal, ou par exemple si ta femme, elle est en train elle est en train d'accoucher, oui, peut-être que là, il est nécessaire d'avoir un sacrifice de rater ce que tu es en train de faire pour aller voir ta femme qui va accoucher. Par exemple. Ça reste mon point de vue, je tiens quand même à le préciser, ça reste mon point de vue. Il y a des personnes qui seront d'accord avec ce que je dis, qui vont dire que c'est normal, et que pour d'autres ne vont pas être d'accord, et c'est ok aussi. Chacun a son propre point de vue, chacun a ses limites, et c'est propre à chacun. Dans le cas, ce n'est pas du sacrifice, en tout cas pour moi, je parle de mon point de vue, c'est que si mon copain rate par exemple une séance de sport pour venir me voir, car personnellement j'ai pas envie qu'il néglige sa séance de sport juste pour me faire une petite surprise comme ça. Alors que on pourrait très bien se voir juste après. Vous me direz que c'est mignon et je suis d'accord, mais je n'aimerais pas que mon copain sacrifie son passe-temps ou ses objectifs pour moi. Car dans ce contexte précis, en tout cas pour ma perspective, pour moi il sacrifie pas quelque chose pour moi, mais il est en train de sacrifier quelque chose contre lui. Après, je le répète, cela reste quand même mon point de vue et pas, enfin ma perspective des choses et pas l'absolu ou que je suis la vérité ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment mon point de vue. Elle est juste pour moi et elle peut ne pas l'être pour toi. Et aussi, chaque relation est différente. Donc le fonctionnement est aussi différent. Parce qu'on a des personnalités différentes également. Je veux aussi revenir sur le point de l'empathie parce que c'est pas toujours sain, même si on croit que c'est une qualité. Enfin, ça reste une qualité, mais vous allez comprendre pourquoi. Avoir de l'empathie, c'est ressentir ce que l'autre vit et le comprendre au mieux. Mais ça ne veut pas dire que tu dois prendre ses émotions sur toi, ni excuser son comportement. Tu peux capter ce qu'il traverse, tout en sachant que ce qu'il est en train de faire, c'est pas ok. Les deux peuvent coexister. Là où ça pourrait déraper, c'est quand tu commences à ressentir à sa place. Quand tu portes ses émotions comme si c'était les tiennes, au point de t'oublier. Tu commences à t'adapter à ses besoins, à ses humeurs, à ses blessures. Et toi, tu en es où là-dedans, du coup, si c'est le cas? Hmm. Et malheureusement, tu t'effaces sans même t'en rendre compte. Et ce qui venait à la base d'une bonne intention, aider, aimer et comprendre, finit par te faire disparaître. Tu crois être dans l'amour alors que tu n'existes plus vraiment pour toi-même. Alors comment on se sort de ce schéma? Alors, il ne suffit pas juste de se dire je mérite mieux, il faut reprogrammer son cerveau, reconstruire son estime
et comprendre pourquoi ce type de relation nous attire. En tout cas, là, je te stoppe. Si tu es en train de prendre des notes, sache que dans la description, il y a un document que je vais partager avec toutes les étapes à peu près ou toutes les questions qui pourraient t'aider. Ça ne veut pas dire que ça va forcément t'aider à 100. C'est une grosse introspection, donc c'est un travail à faire chez toi en premier. C'est vraiment juste une aide. Donc, tu peux télécharger en dessous le document si ça peut t'aider. Comme ça, t'as pas besoin d'écrire s'il y a déjà le document. Mais si t'es quelqu'un qui préfère écrire, bah je te laisse quand même continuer à écrire. Tu fais ce que tu veux. C'est ta vie, pas la mienne. Tranquille. Fais ce qui te semble le plus juste en tout cas. La première étape, c'est prendre conscience de ce schéma. Là, je vous ai déjà parlé pendant longtemps du schéma, donc je pense que vous avez à peu près plus ou moins compris de toutes les influences qu'il y avait. Mais la première étape, c'est d'identifier les signes. Du coup, voici des questions qui pourraient peut-être t'aider à un peu plus identifier les signes. Est-ce que tu es attiré par les partenaires difficiles, inaccessibles, blessés? Est-ce que tu te sens valorisé quand tu es indispensable? Et est-ce que tu t'épuises dans la relation en espérant que ça ira mieux un jour? Reconnaître le schéma, c'est de dire aussi à son cerveau que je ne suis plus en pilote automatique. La deuxième étape, c'est de travailler l'origine émotionnelle. Se poser la question de pourquoi ce schéma te parle, parce que ton système émotionnel, en gros le système limbique, en a gardé une mémoire implicite. Il faudra que tu travailles aussi sur ton enfance émotionnelle avec un thérapeute, avec un journal ou une introspection profonde qui va t'aider à comprendre pourquoi j'ai besoin d'aimer des gens qui ne savent pas m'aimer. Et des fois, c'est souvent lié à la peur du rejet, ou encore une quête de réparation d'un amour passé, par exemple. Il y a peut-être d'autres aspects, mais c'est toujours en fonction de chacun. Ça dépendra. Peut-être t'es pas concerné, tant mieux, ou pas, parce que peut-être t'es concerné sur d'autres choses. Donc c'est vraiment chacun pour soi. Et ton cerveau relationnel, en gros ton cortex frontal, ne peut reprendre le contrôle que si tu mets des mots sur ceux qui se jouent en toi et de les accepter sans pour autant les détester. Car c'est faire se faire face et des fois cela peut être dur, mais c'est normal si tu veux avancer. Ensuite, la troisième étape, c'est reconstruire l'estime de soi et savoir poser ses limites. On ne peut pas sortir de ce schéma sans se réconcilier avec sa propre valeur. Travailler l'estime de soi, c'est pas seulement se dire je mérite mieux, c'est reconnaître ses besoins, ses émotions et ses limites. Le cerveau, il a besoin de répétitions positives pour que ça s'enregistre à fur et à mesure du temps et que ça devienne une nouvelle norme pour toi et normale, voilà. Plus tu t'affirmes, plus tu crées des nouvelles connexions neuronales en te disant par exemple je peux poser des limites sans être abandonné et je peux dire non sans perdre l'amour. N'oublie pas que c'est un apprentissage, pas une transformation qui se fait du jour au lendemain. Ça prend du temps de créer une nouvelle habitude, surtout si tu as été conformé dans une autre. C'est un peu comme sortir de sa zone de confort pour que tu crées une nouvelle zone de confort. Après, du coup, je t'inviterai aussi à écrire quel genre de personne t'as envie d'être, quel genre de personne t'as envie de devenir. J'en ai fait une vidéo et t'explique aussi pourquoi c'est aussi important de savoir quel genre de personne t'as envie de devenir. Je mettrai le lien dans la description. En plus d'écrire quel genre de personne t'as envie de devenir, écris aussi quel genre de personne t'as envie d'avoir, ou enfin de partenaire t'aimerais avoir à tes côtés. Après, bien sûr, ça reste mon point de vue. Il faut aussi être équivalent à la personne que tu souhaites mériter. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi, il faut que tu aies à peu près la même valeur que l'autre personne, au moins un minimum. Par exemple, si tu exiges le respect, faut que toi-même tu puisses donner du respect. Ou par exemple, si tu souhaites avoir quelqu'un de sportif, il faut que toi-même tu sois sportif. En tout cas, cet exemple, il est peut-être pas pour tout le monde, je tiens juste à préciser, mais c'est un exemple pour que tu puisses un peu comprendre ce que je veux dire. De garder à peu près la même valeur, la même mentalité, comme ça vous pouvez grandir ensemble. En tout cas, pour t'aider, ne t'inquiète pas, je vais te
mettre des questions, je sais pas si je vais mettre des questions dans la description ou un document dédié que pour ça, comme ça vous pouvez le télécharger ou l'imprimer ou que sais-je, pour vous aider et ça sera du coup des questions qui pourraient t'aider à définir quel type de partenaire t'aimerais. Bien sûr, si tu ne réponds pas à tout correctement, c'est pas si grave, c'est juste vraiment une aide. Si tu ne réponds pas à toutes les questions, c'est pas grave, puisque des fois aussi tes critères vont évoluer avec le temps. Pourquoi? Puisque tu auras aussi évolué, puisque ta manière de penser, elle aura évolué, ou puisque par exemple, tu as vu des choses, un comportement ou une manière d'être chez quelqu'un d'autre, que tu vas ensuite leur ajouter dans la question adéquate. Voilà, je vous invite quand même à jeter un œil, comme ça, si ça peut aider des personnes, tant mieux. C'est pour que ça puisse t'aider et savoir exactement ce que tu veux dans une relation, et comme ça, si quelqu'un vient rentrer dans ta vie et tu vois que cette personne te donne pas ou te donne même le contraire de ce que tu as écrit, il saute. Ou elle saute, ok? C'est pour les deux. Comme ça va te permettre de t'aider ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas dans une relation. En tout cas, c'est normal de pas tout savoir ou de pas répondre à toutes les questions au complet. C'est normal. Et que des fois, notre idéal n'est pas celui qu'on pensait au début, car tu évolues et tes critères aussi. Sinon, j'ai acheté un livre qui s'appelle Dire non est tellement jouissif. Il ressemble à ça. Voilà, en gros, que je n'ai pas lu encore, je vous avoue. Du coup, je pourrais pas savoir s'il est bien ou non, ou je ne sais pas si je pourrais vous le conseiller ou pas. Mais je me suis dit que peut-être il y avait des personnes qui seraient intéressées par ce livre. Du coup, je le propose, on sait jamais. Et si tu l'as déjà lu, dis-nous s'il est bien ou pas. S'il est intéressant, s'il en vaut la peine ou pas. On reprend la vidéo. L'étape 4, apprendre à discerner sans être méfiant. Avoir conscience du schéma, c'est pas non plus devenir parano. Je vous dis pas ça non plus, pas non plus se dire que ah il a fait ça ou ah, elle a fait ça, ça veut dire que c'est un gros red flag. Non. Ou que cette personne elle est toxique ou pas. Non, pas forcément. C'est surtout apprendre à observer dans la globalité du comportement de la personne que vous avez en face de vous. Voici quelques questions qui pourraient vous aider, mais si vous en avez d'autres, tant mieux. Vraiment, tant mieux. Marquez-les dans les commentaires si vous en avez, ça pourrait peut-être aider d'autres personnes. Du coup, les questions, c'est est-ce que cette personne est réellement disponible émotionnellement? Est-ce qu'elle prend la responsabilité de ses émotions? Est-ce qu'il est capable de réciprocité? Est-ce que la personne en face se remet en question? Et est-ce qu'elle est capable de donner autant qu'elle reçoit? Parfois, c'est pas l'autre qui n'est pas prêt, mais toi. Ça peut arriver que toi tu ne le sois pas en pensant que tu l'es, mais alors que tu ne l'es pas du tout. Et c'est ok si tu es conscient. Si tu es pas conscient, je t'encourage à prendre conscience, à être conscient, en tout cas. Parce que tu cherches encore à prouver ta valeur à travers le regard des autres. Du coup, les questions deviennent alors, est-ce que tu t'aimes assez pour choisir une relation qui ne te demande pas de te trahir? Est-ce que tu es vraiment prêt ou prête pour la relation que tu dis vouloir? Pas juste à la désirer, mais à l'accueillir et à la construire. Est-ce que tu as pris le temps de regarder tes blessures en face, de comprendre ce qui t'influence encore, ce qui te fait réagir, ce qui te freine, blessures, traumas, schémas, etc. Et surtout, est-ce que tu es en train d'y travailler pour ne pas faire reposer tout ça sur l'autre? En tout cas, pose-toi toutes les questions inimaginables afin de te connaître le plus possible pour que ta relation ou ta prochaine relation se passe au mieux. Que vous vous respectiez mutuellement et que vous soyez à la même fréquence ou à peu près à la même fréquence. Ou si tu préfères, que vous ayez la même mentalité. Et si tu n'arrives toujours pas à voir clair, j'ai une question qui est assez un effet miroir. C'est si j'avais un enfant, est-ce que je lui souhaiterais une relation comme celle que je vis actuellement? Bien sûr, tu peux transformer cette question vis-à-vis de toi. Si la réponse est non, c'est un signal clair. Tu mérites le même amour, la même sérénité, la même paix que tu souhaiterais à un enfant que tu aimes. Et si tu ne peux pas l'offrir ou le recevoir aujourd'hui, c'est peut-être que ni toi et ni ta partenaire n'êtes prêts et c'est ok. L'essentiel c'est de prendre conscience et par la suite trouver les divers possibilités afin que tu puisses trouver ton chemin ou votre chemin si vous êtes à deux. Et pour finir, je veux juste rappeler ça. Oui, certaines personnes retournent toujours vers le même type de relation, même si elles savent que au fond, ce n'est pas bon pour elles, pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que c'est ce qu'elles connaissent. Et parfois répéter un schéma familier semble plus rassurant que de tout réapprendre.
Mais derrière ça, il y a souvent un manque de respect envers soi-même, des pensées limitantes, le sentiment de ne pas mériter mieux, le manque d'amour-propre, de confiance, de repères différents, de vrais échanges, d'éducation de soi et beaucoup d'auto-sabotage. C'est pour ça que c'est important de se poser, de s'observer et de se demander qui je veux devenir et quel type de relation j'ai vraiment envie de construire. Parce qu'à la fin, ce n'est pas juste une question de trouver l'amour, c'est une question de se choisir soi d'abord. Et ça, personne ne le fera pour toi. En tout cas, prends vraiment ton temps pour construire une relation. Déjà que c'est compliqué de se gérer soi-même, alors ça serait dommage de la détruire encore plus avec une autre personne. Mais j'ai conscience qu'il faut, pour certains ou certaines, qu'ils sachent ce que c'est pour comprendre la leçon, si tu veux apprendre la leçon, bien sûr. Et si cela peut rassurer certaines personnes, j'ai aussi vécu des bonnes et des mauvaises relations. Donc je comprends, je ne juge pas, mais ça ne veut pas dire que je serai d'accord. Mais c'est à vous de faire les efforts nécessaires pour votre propre bien-être. Comme je le dis, et je ne le dirai jamais assez, chacun vit sa vie, chacun vit ses épreuves, chacun vit ses émotions, chacun vit ses actions, chacun vit ses propres décisions ou ses choix, chacun vit ses propres responsabilités. En tout cas, comporte-toi bien, prends soin de toi, et on se dit à bientôt.